Je n'ai jamais aimé les dimanches. Ils sentent la nappe propre et les regrets qui ferment mal. Pourtant, pendant des années, j'ai cru que ma vie était faite pour l'urgence, pour le bip des couloirs, pour la lumière crue des néons, pour ce moment où une seconde suffit à basculer un destin. On me disait « Marguerite, vous avez des mains sûres ». On me disait « Vous avez le sang-froid ». Et je recevais ces compliments comme on reçoit une médaille qu'on ne porte jamais au revers du cœur. À la maison, j'étais autre, une femme en manteau, toujours à moitié dehors, l'oreille encore collée à un monde où l'on tombe, où l'on saigne, où l'on supplie. Je rentrais tard, avec une odeur de savon médical sur la peau, et je croyais que c'était cela, la dignité, sauver les autres, même au prix de l'absence. Mon mari, Antoine, ne s'est jamais plaint. C'est ce qui rend sa mort plus insupportable. Les hommes comme lui ont une pudeur qui ressemble à de la gentillesse, mais qui, parfois, est une manière de s'effacer. Je revois notre salon, un meuble en chêne trop lourd, une photo de vacances qui penche depuis des mois, et au bord de la fenêtre, sa petite radio, celle qui grésillait les soirs d'hiver. Il aimait la musique comme on aime une chaleur de poche, pas pour briller, pour tenir. Moi, je chantais, rarement, mais il disait que ma voix était une lampe, une phrase ridicule presque, et pourtant, quand il la prononçait, j'avais l'impression d'être utile autrement que dans le bruit. La nuit où il est parti, j'étais à l'hôpital. Ce n'était pas un drame héroïque, c'était pire, une banalité catastrophique. Un accident en chaîne sur l'autoroute, des brancards qui s'alignent, des familles qui arrivent sans savoir à qui appartenir, des mains qui se cherchent. Les portes battantes n'arrêtaient plus rien, ni les cris, ni l'odeur de pluie, ni cette panique qui colle aux vêtements. On m'a appelé, puis rappelé, puis englouti. J'ai compressé, j'ai perfusé, j'ai rassuré. J'ai fait ce que je sais faire, rester debout quand tout vacille. Et pendant ce temps, chez moi, Antoine était seul. Quand je suis rentrée, à l'aube, Paris avait cette pâleur de métal, ce moment où la ville n'a pas encore décidé si elle allait vivre ou s'éteindre. J'ai ouvert la porte doucement, comme si la douceur pouvait réparer l'heure. Il n'y avait pas de désordre, pas de signe, juste ce silence, un silence trop propre. La radio était éteinte, la bouilloire froide. Le couloir semblait attendre une phrase, une seule. Je l'ai trouvé dans la chambre, sa main près du drap, comme s'il avait voulu attraper quelque chose, un mot peut-être, ou une note. J'ai appelé son prénom une fois, puis une autre, sans hausser la voix, parce que j'étais encore cette femme qui respectait les protocoles, même quand l'amour brûle. Je ne raconterai pas tout, je ne veux pas faire de sa fin un spectacle. Je dirais seulement ceci, la mort ne ressemble pas au film, elle n'a pas de musique, elle n'a pas de grands gestes, elle a la simplicité d'une porte qui se ferme. Après l'enterrement, j'ai trié ses affaires comme on avançait dans un brouillard, avec des mains mécaniques, une tête vide. J'ai ouvert un tiroir que je n'ouvrais jamais. Il y avait son carnet, un de ces cahiers à couverture noire, modeste, presque invisible. Je l'ai feuilleté, des notes, des listes, des phrases qui n'étaient pas destinées à être lues. Et puis, au milieu, une ligne seule, comme une lame posée sur une table. Moigui ken mq sauvé rangan gui, mais dem nai ainti ken untiang hat ku de butser hai, mais rom day. Je suis restée longtemps sans respirer, comme si mon corps, tout à coup, comprenait qu'il avait oublié l'essentiel. On peut sauver des vies et laisser mourir quelqu'un de froid à l'intérieur. Ce jour-là, j'ai compris que ma compétence était aussi une fuite, que mon dévouement pouvait être une manière élégante de ne pas rester, de ne pas entendre, de ne pas chanter. Et j'ai pris une décision qui n'avait rien d'héroïque, rien de spectaculaire, seulement une promesse chuchotée à l'ombre des rideaux. Je ne laisserai plus quelqu'un partir dans le silence si je peux lui offrir une mélodie,
même petite, même fragile, même imparfaite, parce qu'une voix, parfois, n'empêche pas la mort, mais elle empêche la solitude de gagner. Je n'ai pas rejoint Jalmave pour me racheter comme on paye une dette. Je l'ai fait parce que je ne savais plus respirer ailleurs. Après Antoine, l'air de mon appartement avait pris un goût de papier mouillé. Chaque objet semblait me regarder en silence. La tasse qu'il posait toujours au même endroit, sa veste au crochet, et, pire que tout, l'idée que sa dernière nuit avait été une chambre sans voix. Chez Jalmave, on ne m'a pas demandé d'expliquer. On m'a simplement appris à me taire, correctement. La présence, Marguerite, pas l'action. La discrétion, pas l'émotion. Accompagner, ne pas diriger. On m'a donné un badge, une charte, des horaires. On a prononcé le mot « limite » comme on parle d'une digue, la frontière entre l'humanité et l'ingérence, entre la douceur et la faute. J'ai essayé, vraiment. Les premiers jours, je restais assise près des lits, les mains sur mes genoux, un sourire tenu. Je regardais les lèvres qui cherchent une phrase et qui n'y arrivent plus. Je regardais les yeux, ces yeux des derniers jours qui ne réclament pas guérir, mais seulement être reconnus. On m'avait dit « parlez peu, écoutez ». Alors j'écoutais. Mais l'hôpital, c'est une usine qui a appris à aller vite. Même la mort y est minutée, cadrée, optimisée. Il y a des alarmes pour tout, des écrans qui clignotent comme des enfants capricieux et des couloirs où l'on marche sans se voir. Une nuit, on m'a laissé avec un homme qui n'avait plus de mots. Son souffle était déjà ailleurs, mais les machines, elles, continuaient, comme si elles refusaient d'admettre l'évidence. Le respirateur poussait et tirait, obstiné, et ce bruit-là, ce bruit de mécanique, m'a rappelé la chambre d'Antoine. J'ai senti ma gorge se serrer, non pas de tristesse, mais de colère. Alors j'ai fait ce qu'on ne fait pas. J'ai appelé une infirmière, doucement, pas pour contester, pour demander. Elle m'a répondu à mi-voix « Il est en mort cérébrale, on attend le médecin et la famille ». Puis elle est repartie, pressée, déjà happée par une autre urgence. Je suis restée seule avec ce corps qui n'était plus une personne, mais que je refusais de traiter comme un meuble branché. J'ai éteint l'alarme d'un geste simple, pas pour jouer à Dieu, pour rendre au silence sa vérité. Et dans ma poche, j'ai senti le petit briquet que je garde depuis Antoine, comme un gris-gris honteux. J'ai posé une bougie, une vraie. La flamme a tremblé, minuscule, mais elle a changé la pièce. Tout à coup, ce n'était plus une salle technique, c'était un lieu. Puis, j'ai chanté. Pas fort, pas longtemps, juste quelques mesures, comme on borde un enfant. Une chanson ancienne, sans prétention, qui n'appartenait à personne et qui pourtant semblait dire « Je suis là ». Le lendemain, on m'a convoqué. Dans le bureau, il y avait l'odeur du café tiède et des dossiers. On m'a regardé avec cette politesse dure qui sert à faire rentrer les gens dans une case. On m'a parlé de procédure, de responsabilité, de neutralité. Et on a prononcé cette phrase qui m'a glacée. « Madame, vous êtes bénévole, pas Dieu ». La lettre d'avertissement est arrivée peu après, avec le logo de l'association et des mots soigneusement mesurés. Une dernière mise en garde, une ligne rouge tracée au feutre, invisible mais ferme. Si vous intervenez de nouveau dans un processus hospitalier, nous retirerons votre accréditation. Je suis sortie dans le couloir avec le papier plié dans mon sac comme une contravention morale. Autour de moi, l'hôpital continuait, des pas, des portes, des appels, la vie en cadence. Et moi, au milieu, je n'avais plus qu'un choix à faire, rester dans les règles pour continuer à être là, ou franchir encore la ligne rouge et perdre ma place pour sauver ce que je n'appelle pas des patients, mais des âmes fatiguées. Je me suis surprise à murmurer sans m'en rendre compte, comme une prière laïque. « Antoine, cette fois, je ne manquerai pas la chanson. »
J'ai compris très vite que le vrai mur de l'hôpital ne se trouvait pas dans les couloirs, mais dans les bureaux vitrés, là où l'on parle bas, où l'on décide haut et où l'on croit souvent que le chagrin est une variable. Julien dirigeait sans élever la voix. Un homme jeune encore, impeccablement tenu, le regard clair, la diction précise, le genre de visage qu'on imagine sur une affiche, modernisation, performance, excellence. Il ne jouait pas au tyran, il jouait au sérieux. On m'a dit, c'est lui qui a sauvé l'établissement. On ajoutait avec admiration, il sait tout, les chiffres, les délais, les risques. Je répondais par un sourire, mais je sentais en moi une vieille résistance. Ce n'était pas contre lui, au fond, c'était contre cette époque qui veut que tout soit mesurable, même la solitude. Julien ne me détestait pas, c'est ce qui rendait les choses plus dangereuses. Les ennemis évidents se contournent, les adversaires courtois, eux, vous écrasent avec une bonne conscience parfaite. Il m'a convoqué après le second incident, une bougie retrouvée au pied d'un lit, une chanson rapportée par une aide-soignante qui n'avait pas su dire si elle devait sourire ou s'inquiéter. Dans son bureau, il y avait un tableau blanc rempli de flèches et de diagrammes, comme si la vie était une carte routière. Il m'a regardé avec une forme de fatigue polie. « Madame Marguerite, c'est cela? Votre association a des règles, et nous aussi. » Il ne criait pas, il raisonnait. Vous comprenez que, dans un hôpital, un geste, même bien intentionné, peut devenir un problème légal. Le mot « légal » a claqué comme une porte. Il avait raison, bien sûr, les procédures protègent, elles évitent les dérives, mais elles ont un défaut terrible, elles ne protègent pas l'invisible. Je suis sortie sans répondre. Ma dignité, ce jour-là, c'était de ne pas le transformer en caricature. Le soir même, je l'ai vu. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas une scène importante, c'était un hasard, le genre de hasard que le cinéma aime parce qu'il ressemble à la vie. Je traversais le parking souterrain, les épaules encore humides, il pleuvait, cette pluie fine qui s'infiltre partout, même dans les pensées. J'ai entendu une voix, pas forte, mais cassée. Je me suis arrêtée, sans curiosité, juste par réflexe de soignante. Quand une voix tremble, on écoute. Julien était là, dans un angle sombre, dos au mur. Il tenait son téléphone comme on tient une corde au-dessus du vide, et il pleurait. Pas élégamment, pas en silence, il pleurait vraiment, comme quelqu'un qui n'a plus d'endroit où ranger sa douleur. « Papa, oui, je sais. » Puis, après un souffle, « Non, il ne me reconnaît pas, il ne me reconnaît plus. » J'ai compris dans ce morceau de phrase tout ce que son costume cachait. Son père, quelque part, dans une maison médicalisée, ce royaume sans mémoire, où les enfants deviennent des étrangers. Il a murmuré « Je ne peux pas y aller, je n'y arrive pas ». Et sa voix s'est brisée sur ces mots simples, presque honteux. À cet instant, mon agacement s'est dissous. Je n'ai pas vu un directeur, j'ai vu un fils, un homme terrifié par l'impuissance, la même impuissance que la médecine ne pardonne pas parce qu'elle ne sait pas la traiter. Il s'est essuyé le visage, a redressé ses épaules, a remis son masque comme on remet une armure. Il s'est retourné et m'a aperçu. Son regard a traversé le mien, une seconde de panique, puis de contrôle. Nous n'avons rien dit, mais quelque chose avait bougé, une fissure minuscule dans sa perfection, et dans cette fissure, j'ai deviné la vérité.
Si Julien s'accrochait aux algorithmes, ce n'était pas par cruauté, c'était pour ne pas s'effondrer. Et moi, pour la première fois, je me suis demandé si derrière nos règles, nous n'étions pas deux personnes en train de négocier avec la même peur, celle de ne pas avoir su être là. L'hôpital, on le croit uniforme, blanc, aseptisé, pareil partout. En réalité, c'est un port. Les gens y accostent avec leur histoire dans une valise invisible et à la fin, ils repartent souvent sans témoin. Dans le service de gériatrie, j'ai découvert une France que l'on ne filme presque jamais, celle des vieux exilés, des vies entières comprimées dans un dossier médical. On les appelait par le numéro de chambre, par la pathologie, par la dépendance, rarement par leur vraie musique. Il y avait R. Weber, un Allemand au visage coupé au couteau, qui gardait ses phrases comme on garde un secret. Il disait « ja » et « nein » avec la fatigue d'un siècle. Quand je lui ai demandé s'il aimait quelque chose, il a haussé les épaules, comme si aimer était un luxe trop tardif. Et puis un jour, j'ai prononcé, presque pour moi, Lili Marlène. Son regard a changé. Pas un sourire, non, quelque chose de plus profond. Un souvenir qui remonte sans demander la permission. J'ai fredonné 2 mesures, à peine. Ses doigts ont tremblé sur le drap, comme s'il cherchait une main disparue. Il a murmuré « ma mère », et le mot est resté suspendu entre nous, fragile comme une flamme. À côté, il y avait Madame Kim. Tout le monde disait Madame Kim, sans savoir si c'était son prénom ou son nom. Elle venait de loin, d'un pays dont je ne connaissais que les images de marché et de montagne. Elle ne parlait presque pas français. Quand les infirmières entraient, elle inclinait la tête, polie, puis se repliait, comme une fleur qui se ferme. Je me suis assise un après-midi près d'elle et j'ai essayé de prononcer ce qu'on m'avait appris. Arirang. Je ne savais pas si c'était exact. Je le disais avec prudence, avec respect, comme on touche une porcelaine fêlée. Quand j'ai commencé à chanter, très doucement, elle a fermé les yeux et ses joues se sont humidifiées sans bruit. Ensuite, elle a posé sa main sur sa poitrine comme pour dire « là, c'est encore chez moi ». Plus loin, dans une chambre où la télévision restait allumée par habitude, il y avait Mourad, ancien ouvrier, corps usé, fierté intacte. Sa famille venait peu, le médecin disait « il est difficile ». Moi, je voyais surtout un homme qui avait passé sa vie à ne pas se plaindre et qui, à la fin, n'avait plus la force de faire semblant. Je lui ai demandé un soir « quelle musique vous manque ?» Il a répondu, après un silence, « le rail ». Mais pas le rail joyeux, le rail qui pleure. J'ai cherché dans ma mémoire, dans de vieux enregistrements, dans des fragments entendus autrefois. J'ai laissé ma voix se faire plus grave, plus sableuse, et j'ai chanté une mélodie qui n'était pas la mienne. Il n'a pas dit merci, il a simplement desserré la mâchoire. Ses épaules ont cessé de lutter, comme si la chanson lui rendait un droit, celui d'être un homme entier et pas seulement un dossier en fin de course. Petit à petit, j'ai compris ce que je faisais vraiment. Je ne chantais pas pour distraire, je chantais pour restituer un nom, une enfance, une langue, une dignité. Je rendais à ces gens ce que l'hôpital, malgré sa bonne volonté, leur volait sans s'en rendre compte, leur singularité. Et chaque fois que je quittais une chambre, j'entendais les mêmes mots dans ma tête, ceux d'Antoine, comme une leçon douloureuse. On peut avoir besoin de très peu, d'une voix, d'une chanson, pour avoir moins peur. Alors je continuais, entre les frontières, entre les langues, entre les générations, comme si ma gorge pouvait devenir un pont. Et je savais, au fond, que ce pont un jour provoquerait une tempête.
Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que quelque chose clochait. La fatigue, à mon âge, on l'excuse facilement. On l'habille de mots pratiques. C'est normal. Tu en fais trop. Repose-toi. Même moi, qui ai passé ma vie à observer les corps, je n'ai pas voulu voir les signes. C'est Thomas qui a vu en premier. Mon fils, mon unique enfant. Un homme raisonnable, organisé, aimant à sa manière. Il me téléphone chaque dimanche, toujours à la même heure, comme on vérifie une constante. Il s'inquiète sans le dire. Il observe sans accuser. Et surtout, il compare. Un jour, il est venu à l'appartement sans prévenir. J'étais en train de ranger mes partitions, des feuillets anciens, cornés, qui sentaient le papier jauni et les soirées d'hiver. Autour de moi, il y avait des bougies, trop de bougies sans doute, certaines neuves, d'autres à moitié consumées, comme des phrases interrompues. Il a froncé les sourcils, pas violemment, avec cette inquiétude qui ne sait pas encore à quoi se raccrocher. « Maman, pourquoi tu gardes tout ça ?» Je lui ai répondu en souriant, trop vite. « Ça peut servir. » Il a regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement, pas assez pour alerter un médecin, suffisamment pour troubler un fils. Il a commencé à remarquer mes absences, mes silences, ces moments où je cherchais un mot banal, comme on cherche une clé mal rangée. Il m'a surprise un soir à fredonner seule devant la fenêtre ouverte, sous la pluie. Il a cru, et je ne lui en veux pas, que je glissais. À son travail, il a fait ce que font les hommes responsables. Il a cherché des explications rationnelles. Il a lu des articles. Il a parlé de début de troubles cognitifs, de deuil mal résolu, de syndrome de compensation. Il ne savait pas, comment aurait-il pu, que je n'étais jamais aussi présente à moi-même que lorsque je chantais pour ceux qui allaient partir. Quand il a appris, par une collègue, les nouvelles circulent vite dans les institutions, que je passais mes minuits à l'hôpital, que je rentrais tard, trempée, épuisée, il a paniqué. La peur des enfants adultes est silencieuse et radicale. Ils veulent sauver leurs parents, comme on range un objet fragile. Il a demandé un rendez-vous, pas avec moi, avec la direction. C'est ainsi que Julien et lui se sont rencontrés. Deux hommes droits, chacun persuadé d'agir pour le bien. Julien parlait de procédure, de risque. Thomas parlait de protection, de responsabilité filiale. Le mot « fragilité » est apparu sur la table, posé entre eux comme un diagnostic prématuré. On a évoqué la tutelle. Le mot m'a été rapporté plus tard, un mot lourd, administratif, qui ne tient pas compte de la musique intérieure des gens. Je n'étais plus Marguerite, j'étais un cas. Quand Thomas m'en a parlé, il tremblait plus que moi. « Maman, je crois que tu t'épuises, que tu ne te rends plus compte. » Je l'ai regardé. J'ai vu son amour et son erreur. J'ai voulu lui expliquer, mais comment dire à son propre fils que l'on va mieux quand on se confronte à la mort des autres? Comment lui dire que ce n'était pas une fuite, mais un retour? Il a pris mon silence pour une confirmation. Et moi, je n'ai rien fait pour me défendre, parce qu'au fond, une part de moi se disait « peut-être que la société, cette fois encore, décidera à ma place, comme elle l'a toujours fait, et peut-être que je paierai le prix d'avoir chanté trop fort, trop vrai, trop humain. »
Je ne savais pas encore que cette accusation déguisée allait déclencher, paradoxalement, la vérité la plus lumineuse de ma vie. La salle où l'on devait décider de mon sort n'avait rien de solennel. Une table ovale, des chaises trop légères, une fenêtre donnant sur une cour intérieure sans arbres. Tout semblait conçu pour que l'émotion ne s'attarde pas, pour que les décisions glissent comme des dossiers. Thomas était assis à ma droite, Julien en face. Entre eux, une femme de l'association feuilletait des documents avec application. Personne ne me regardait vraiment. On parlait de moi, pas avec moi. On évoquait des faits, des dates, des témoignages. Madame a outrepassé son rôle. Madame montre des signes d'épuisement. Madame agit sans cadre. Je les écoutais comme on écoute la pluie derrière une vitre. J'avais cessé de lutter intérieurement. Il y a un âge où l'on sait reconnaître les combats perdus d'avance. Puis Thomas a voulu bien faire. Il a ouvert mon sac, ce vieux sac en cuir que je traîne partout, élimé au coin, trop lourd pour ce qu'il contient vraiment. Il cherchait, je l'ai compris, un détail qui prouverait sa thèse, des oublis, des papiers en désordre, une preuve de confusion. Ses doigts ont touché les enveloppes. Il s'est arrêté. Il en a sorti une, puis une autre, puis encore une. Des lettres, des dizaines, écrites à la main. Des écritures différentes, des langues mêlées, des timbres étrangers. Il a froncé les sourcils, déconcerté. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'avais peur que ma voix trahisse l'importance de ces feuilles fragiles. Il a ouvert la première lettre. Ses lèvres ont commencé à bouger silencieusement. Puis il a lu à voix haute, malgré lui. « Madame, je n'ai pas pu être là quand ma mère est partie, mais vous avez chanté la chanson qu'elle me fredonnait enfant. Grâce à vous, je peux dormir sans honte. » Un silence épais est tombé dans la pièce. Julien a levé la tête. La femme de l'association a cessé de tourner les pages. Thomas a continué. Une autre lettre, puis une autre. Vous avez prononcé son prénom correctement. Vous lui avez rendu sa langue. Vous avez tenu sa main quand personne ne pouvait venir. Chaque phrase était simple, sans emphase, mais ensemble, elles formaient une vérité que les règlements ne savent pas écrire. Je regardais mon fils, son visage changeait. La peur se retirait lentement, comme une marée à contretemps. À sa place venait autre chose, une reconnaissance douloureuse. Julien s'est penché en avant, il a pris une lettre, juste une. Il l'a lue sans bruit. J'ai vu sa mâchoire se contracter. Il a posé le papier comme on repose un objet sacré qu'on ne comprend pas encore. À cet instant, j'ai su que quelque chose venait de basculer. Non pas une décision administrative, mais un regard. Je n'étais plus une femme qui déborde, j'étais celle qui avait porté sans bruit la part manquante de tant de fin de vie. Thomas a murmuré « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais montré ça ?» Je lui ai répondu très doucement « Parce que ce n'était pas à moi. » Personne n'a parlé pendant un long moment, même les murs semblaient attendre. Ce jour-là, ils ont compris que je ne chantais pas contre le système, mais là où il se tait. Et moi, pour la première fois depuis Antoine, je me suis sentie regardée non comme un risque, mais comme une nécessité fragile. Je ne savais pas encore que ce sursis allait me coûter cher, mais je savais une chose, ma voix avait enfin trouvé des témoins. On croit toujours qu'après une victoire, même petite, la vie va se calmer, qu'elle va remercier. Mais la vie n'a pas de gratitude, elle a des retours. Ce soir-là, il pleuvait comme si le ciel voulait laver quelque chose. Je suis sortie de l'hôpital tard, trop tard. J'avais gardé pour moi les regards neufs de Thomas, la fissure dans le masque de Julien et cette fatigue douce qui suit les émotions longtemps retenues. J'ai traversé la cour sans parapluie
Une averse fine, obstinée, m'a collé les cheveux au front. Mes chaussures ont pris l'eau. Je me suis dit, encore quelques pas, juste rentrer, juste dormir. Les phrases simples sont parfois des mensonges qu'on se raconte pour tenir. Dans la rue, les phares étiraient des rubans jaunes sur l'asphalte. J'ai eu un vertige, pas spectaculaire, un simple décalage, comme si le monde s'était déplacé d'1 centimètre et que mon corps, lui, était resté au mauvais endroit. Je ne me souviens pas très bien de la suite. Je sais seulement que j'ai voulu respirer et que ma poitrine a répondu par une douleur sourde, froide, presque vexée. J'ai pensé à Antoine, et j'ai détesté cette pensée comme si elle attirait le malheur. Quand je me suis réveillée, il y avait un plafond blanc au-dessus de moi, une odeur de drap lavé trop fort, le bourdonnement d'un moniteur, ce petit son régulier, clinique, qui n'a pas de compassion. J'ai tourné la tête et j'ai compris. J'étais dans la chambre, la même, celle où Antoine était parti. Je l'ai reconnu à un détail ridicule, une fissure dans le coin du mur, comme un cheveu figé dans la peinture. Personne n'aurait remarqué cela, sauf moi, parce que la douleur, elle, a une mémoire parfaite. Je n'ai pas pleuré, j'ai senti quelque chose de pire, une peur ancienne, compacte, qui remonte du ventre, une peur d'enfant presque, l'idée absurde que le destin est un couloir circulaire et qu'on revient toujours là où l'on a failli. Thomas est arrivé en courant, ses yeux étaient rouges, sa chemise froissée. Il m'a pris la main trop fort, comme s'il voulait m'empêcher de disparaître. « Maman, tu m'entends ?» J'ai voulu le rassurer, mais ma voix est sortie faible, râpeuse, comme si elle avait traversé du sable. Peu après, Julien est entré. Il avait ce visage fermé des jours difficiles. Je l'ai observé depuis mon lit avec une lucidité étrange. Lui aussi avait peur. Pas seulement pour moi, peur de ce que cette situation représentait. Une bénévole devenue patiente, une exception devenue responsabilité. Il a parlé en termes précis, examen, protocole, surveillance, nécessité de limiter les stimulations. Il a même prononcé le mot qui m'a transpercé, silence. Le silence, exactement ce que je redoute. Le silence comme règle, comme médicament, comme verrou. Je me suis sentie prisonnière d'un paradoxe cruel. Moi qui avais offert des voix aux autres, on m'enfermait maintenant dans une chambre où l'on me demandait de ne plus être moi. La nuit est tombée, les couloirs ont ralenti, et j'ai compris que j'étais seule, malgré les machines, malgré les procédures, malgré les bonnes intentions. Le moniteur bipait, régulier, indifférent. Les mêmes sons qu'Antoine avait entendus. J'ai regardé la porte comme si j'attendais quelqu'un, mais je n'osais pas espérer. Alors, dans cette chambre où l'on revient, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fermé les yeux et j'ai cherché dans ma mémoire la chanson que je n'avais pas chantée à temps. Ma bouche a bougé, sans son, juste une forme, un souffle. Et je me suis dit, avec une tristesse calme, si je dois partir ici, que quelqu'un au moins ose briser le silence. Je ne sais pas combien de temps a duré cette nuit-là. À l'hôpital, le temps n'a pas la même texture. Il s'étire, il hésite, il recommence. Les heures n'avancent pas, elles surveillent. Par moments, je somnolais. Je remontais à la surface au moindre bruit, un chariot, une porte, un murmure. Puis je retombais dans cette zone grise où l'on ne sait plus si l'on rêve ou si l'on se souvient. Je me rappelle surtout le froid, pas celui de la peau, celui qui vient quand on se sent de trop. La chambre était propre, efficace, parfaitement prise en charge, et pourtant elle était désertée de chaleur. À l'aube, une infirmière est entrée, rapide, gentille, pressée.
Elle a vérifié mes constantes, ajusté un tuyau, noté quelque chose sur une tablette. Son visage était doux, mais absent, comme si son esprit devait être ailleurs pour survivre au rythme. « Vous avez besoin de quelque chose, madame ?» J'ai hésité, puis j'ai failli dire « une voix », mais on n'ose pas demander une chose qui n'existe pas dans les cases. Alors j'ai répondu « non, merci ». Quand elle est sortie, j'ai senti une colère monter, une colère sans violence, une colère triste, celle de savoir que l'on peut mourir entouré et être seul. Vers la fin de la matinée, j'ai entendu un bruit différent, pas le bruit utile, pas celui des soignants, un bruit irrégulier, presque maladroit, des roues sur le sol, un choc léger contre le chambranle, des chuchotements. La poignée a bougé, la porte s'est entr'ouverte et j'ai vu d'abord un visage ridé, décidé, posé au-dessus d'un fauteuil. C'était Hervé Bert. Ses mains osseuses tenaient les accoudoirs comme on tient un gouvernail. Son regard était fixe, obstiné. Derrière lui, il y avait Madame Kim, enveloppée dans un châle, les yeux brillants, et Mourad, appuyé sur une canne, avançant lentement, avec cette fierté têtue des hommes qui refusent d'être réduits à leur faiblesse. Il n'était pas seul. 2 jeunes infirmières les accompagnaient, celles qui d'habitude passent sans bruit et sans gloire, portant le monde sur leurs épaules. Elles avaient l'air nerveuses, mais déterminées. L'une d'elles tenait un classeur, non pas un dossier médical, un classeur de partitions. Je regardais sans comprendre, comme si mon cerveau refusait l'évidence. Hervé Bert a parlé le premier. Sa voix était sèche, mais son effort immense. « Pour vous, c'est Tours !» Madame Kim a incliné la tête et j'ai entendu un mot dans sa langue. Je ne connaissais pas le sens exact, mais j'ai reconnu l'intention. « Merci ». Mourad a simplement levé 2 doigts en signe de salut, un geste bref qui chez lui valait une étreinte. Les infirmières se sont regardées, l'une a pris une inspiration comme avant un plongeon, et elles ont commencé à chanter. Au début, c'était fragile, un fil de voix, hésitant, presque interdit, un chant simple, une berceuse française que j'avais fredonnée un jour au détour d'un couloir, sans savoir qu'on m'écoutait. Puis d'autres voix se sont ajoutées, un aide-soignant, une stagiaire, une femme de ménage qui passait et s'est arrêtée comme attirée par une odeur d'enfance. Même Hervé Bert a murmuré quelques syllabes, en décalage, mais avec une intensité bouleversante. La chambre s'est remplie, non pas de bruit, de présence. Je sentais les larmes couler, mais ce n'était plus la honte, c'était autre chose, le soulagement stupide, immense, de ne pas être abandonné à la mécanique. Je voulais parler, mais ma gorge ne sortait que des souffles. Alors j'ai fait ce que je savais faire, j'ai levé légèrement la main, comme pour guider, pas pour diriger, pour accompagner. Le chant a pris de l'assurance, il est devenu un petit chœur, une désobéissance lumineuse, une manière de dire à l'hôpital « Vous pouvez organiser les corps, mais pas confisquer les adieux ». Et dans ce moment suspendu, j'ai compris la chose la plus tendre et la plus cruelle. On ne récolte pas toujours ce qu'on donne, sauf parfois à l'instant exact où l'on ne s'y attend plus. Ma chambre, la chambre, n'était plus un lieu de répétition du malheur, elle devenait enfin un lieu de réponse. Je l'ai entendu avant de le voir. Le pas de Julien n'a jamais été pressé, c'est un pas qui contrôle. Même dans l'urgence, il garde cette cadence qui dit « je décide ». Ce matin-là, pourtant, son rythme avait un accroc, une micro-hésitation, comme si l'air même du couloir résistait. La porte était restée entr'ouverte. Les voix circulaient encore dans la pièce, plus basses mais tenaces, comme un feu qui refuse de mourir.
Herr Weber, épuisé, gardait la tête haute. Les infirmières avaient les joues rouges. Thomas, assis près de moi, ne me lâchait pas la main. Il chantait presque sans s'en rendre compte, à mi-voix, et c'était la première fois depuis l'enfance que je l'entendais ainsi, sans ironie, sans protection. Julien est apparu sur le seuil. Pendant une seconde, il a eu le visage d'un homme qui ne sait plus quel costume enfiler. Son regard a balayé la scène, des patients hors de leur service, des soignants rassemblés, des règles piétinées avec douceur. On aurait dit une petite révolte, mais sans slogan, une révolte de chuchotement. Je l'ai vu serrer la mâchoire. Sa main a bougé vers sa poche, le geste réflexe de celui qui s'apprête à appeler la sécurité, à remettre le monde en ordre. Tout en lui avait été construit pour cela, la procédure, la responsabilité, la peur du scandale. Et puis, son regard s'est arrêté sur Thomas. Mon fils avait baissé la tête vers moi, comme on se penche vers une source. Il chantait une berceuse que je lui chantais quand il avait de la fièvre. Ses yeux étaient fermés. Il ne jouait plus au fils adulte. Il était redevenu, l'espace d'une minute, un enfant qui demande pardon sans prononcer le mot. Julien a cligné des yeux. Je crois qu'il a reçu ce tableau comme une gifle lente, parce que dans ce geste si simple, il a dû voir autre chose. Son propre père, là-bas, dans une chambre inconnue, et lui-même, incapable de franchir la porte. Il n'a pas appelé la sécurité. Il est entré. La pièce s'est tendue comme si le chant lui-même retenait son souffle. Julien a retiré sa veste, puis, un geste encore plus rare chez un homme comme lui, il a défait sa cravate. Non pas avec élégance, mais avec agacement, comme on desserre une corde. Il a regardé les infirmières. Sa voix a voulu être ferme, et elle a tremblé légèrement. Qui a organisé ça? Personne n'a répondu, parce que la vérité était gênante. Personne n'avait organisé. C'était arrivé comme la faim, comme l'élan, comme le besoin. Julien a avancé jusqu'au pied de mon lit. Il m'a regardé. Ses yeux avaient perdu leur brillance d'algorithme. Ils étaient humains, donc imparfaits, donc beaux. « Madame Marguerite » a-t-il dit, puis il s'est arrêté, comme s'il cherchait le bon mot, celui qui ne figurait pas dans aucun protocole. Je ne savais pas. Je n'ai pas eu la force de parler. J'ai seulement pressé la main de Thomas, très légèrement, pour lui dire « Voilà, c'est cela ». Julien a reculé d'un pas. Il a sorti son téléphone. Son pouce a flotté au-dessus de l'écran, hésitant, comme au bord d'un précipice. Je voyais son combat intérieur, appeler une équipe, un collègue, un rapport, ou appeler son père, ce mot qu'il évitait depuis trop longtemps. Il a inspiré, longuement, puis il a composé un numéro. Je n'entendais pas la sonnerie, mais je voyais tout. La tension dans son nuque, la fragilité de ses doigts, la façon dont son visage semblait rajeunir sous la peur. Quand quelqu'un a décroché, il a parlé bas, d'une voix qui n'avait plus rien de managérial. « Bonjour, ici Julien Martin. » Un silence. « Je voudrais savoir comment il va, et est-ce que je peux venir aujourd'hui ?» Il a fermé les yeux, une seconde, comme si ce simple venir était une victoire. Et dans la chambre, le chant a repris, plus doucement, non plus comme une rébellion, mais comme une bénédiction laïque. Je me suis dit alors, avec une tendresse étrange, parfois, le pardon ne tombe pas du ciel, il naît dans un couloir d'hôpital, au moment exact où un homme cesse d'avoir raison pour enfin avoir du courage. On ne sait jamais exactement quand une histoire finit. Les films ont une dernière image. La vie, elle, préfère les transitions, les portes qui se referment sans fracas, les objets qui changent de place, les habitudes qui se transforment en mémoire.
Après cette matinée-là, l'hôpital a continué, bien sûr. Les machines n'ont pas cessé de biper, les dossiers n'ont pas brûlé dans un grand feu romantique, Julien n'est pas devenu soudain un poète, Thomas n'a pas cessé d'avoir peur, et moi, je n'ai pas été guéri de mon vieux remords comme on efface une ardoise, mais quelque chose s'est déplacé de quelques millimètres, et parfois c'est tout ce qu'il faut pour que le monde ne soit plus le même. Je suis resté hospitalisé un certain temps. Les médecins parlaient de fatigue extrême, de complications respiratoires, de cette fragilité qui arrive quand on a trop longtemps tenu les autres debout. Je souriais parce que je connaissais ce langage, et je me taisais parce que je savais aussi que le vrai diagnostic, personne ne l'écrit. La solitude, quand elle s'accumule, devient une maladie. Je n'ai pas envie de dramatiser ce qui m'est arrivé ensuite. Disons simplement que je suis sorti de cette chambre sans rancune, que j'ai regardé une dernière fois la fissure dans le coin du mur et que je lui ai pardonné d'avoir gardé le souvenir d'Antoine. Julien a tenu parole. Un après-midi, je l'ai vu revenir, les yeux cernés mais différents. Il s'est assis près de mon lit comme on s'assoit près de quelqu'un qu'on respecte enfin. Il a dit presque maladroitement « Je suis allé voir mon père ». Ce n'était pas une confession, c'était une phrase nue, difficile, un pas posé sur une terre inconnue. Il ne m'a pas reconnu au début, il a avalé sa salive, mais il a chantonné une chanson d'autrefois, et je suis resté, je n'ai pas fui. Je l'ai regardé, j'ai pensé « Voilà ». La médecine n'a pas tout pouvoir, mais l'homme, lui, a encore le choix d'être là. Quelques semaines plus tard, l'association Jalmalve a demandé un rendez-vous. Je m'attendais à une sanction définitive. J'avais déjà accepté l'idée de perdre mon badge. Je croyais que mon histoire allait se terminer comme elle avait commencé, avec une porte fermée. Ils sont arrivés avec des visages graves, puis ils ont posé sur la table un dossier qui ne contenait pas un blâme, mais un projet. Julien avait proposé, lui, l'homme des chiffres, la création d'un espace dédié, une petite salle au rez-de-chaussée près du service gériatrique, une pièce simple, isolée du vacarme, avec un fauteuil, une lampe chaude, quelques instruments modestes et surtout des classeurs de partitions. On l'a appelé Espace Marguerite. J'ai protesté, bien sûr, je n'aime pas les hommages, ils ressemblent trop à des adieux. Mais Thomas m'a pris la main et il a dit « Maman, ce n'est pas toi qu'on glorifie, c'est ce que tu as réveillé ». Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu des jeunes volontaires entrer dans l'hôpital avec autre chose que des formulaires, des chansons. On demandait aux patients « Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Dans quelle langue? Avec quel souvenir ?» On notait les prénoms en grand, on apprenait à prononcer correctement, on osait s'asseoir sans se cacher derrière l'efficacité. Le chant n'était plus une extravagance tolérée, il devenait un soin. Pas un soin qui guérit le corps, mais un soin qui répare, un instant, la peur d'être effacé. Et moi, je n'étais plus seul avec ma faute ancienne. Antoine, je l'entends encore parfois dans le silence du matin, pas comme une accusation, plutôt comme une main posée sur mon épaule. Je n'ai pas la certitude d'avoir tout rattrapé, personne ne rattrape une absence, mais j'ai appris ceci. Le pardon n'est pas une phrase qu'on reçoit, c'est une mélodie qu'on transmet. Et si un jour je ne suis plus là pour la chanter, d'autres la reprendront. Plus doucement peut-être, mais assez fort pour que dans une chambre d'hôpital, quelqu'un n'ait plus peur tout seul. Nous vivons dans un monde où l'on valorise l'efficacité, la vitesse, les résultats visibles. On apprend à faire, rarement à rester. Et pourtant, à l'heure où tout arrête, ce ne sont pas les performances ni les bilans qui apaisent, ce sont les gestes inutiles au sens comptable, une main ténue, un prénom prononcé correctement, une chanson qui revient de loin. J'ai longtemps cru que l'amour se mesurait à l'utilité, que sauver des vies excusait les absences, que le devoir passait avant la présence. Il m'a fallu perdre, puis écouter les autres perdre, pour comprendre une vérité plus humble.
On ne sauve pas toujours, mais on peut presque toujours accompagner. Cette histoire ne parle pas de la mort, elle parle de ce que nous faisons avant, quand il est encore temps d'être là. Elle parle aussi de pardon, pas celui qui efface, mais celui qui transforme, le pardon comme un mouvement, une transmission, une continuité. Alors je vous pose ces questions doucement. À qui n'avez-vous jamais dit ce que vous auriez voulu dire? Quelle chanson, dans le sens large, avez-vous gardé pour plus tard, en pensant qu'il y aurait encore du temps? Et si demain il ne restait qu'un moment, que choisiriez-vous d'y mettre, des mots ou votre présence? Si cette histoire a réveillé en vous un souvenir, un regret, ou au contraire une réconciliation silencieuse, nous aimerions l'entendre. Vous pouvez envoyer votre témoignage au programme, anonymement si vous le souhaitez. Vos histoires, comme celles que Marguerite a recueillies, ont une valeur immense. Elles rappellent que derrière chaque vie ordinaire se cache une mélodie unique, parce que parfois, partager une histoire, c'est déjà commencer à pardonner.